Monsieur le Président Robert Badinter, permettez-moi de vous dire tout le bonheur que j'ai de vous accueillir dans cette maison que vous connaissez si bien, où pendant 5 ans vous avez été le garde des Sceaux qui, pour des générations comme la mienne, reste un modèle. La Commission des lois a décidé, sous la présidence de M. Urvoas, de composer une mission d'information avec 2 députés. Georges Fenech, qui représente l'opposition, et moi-même, qui représente la majorité. Par ailleurs, l'un est un magistrat, l'autre, de profession, est un avocat. Pourquoi nous intéressons-nous à la révision des condamnations pénales? Puisque c'est parce que, essentiellement, nous estimons que le cœur même de la démocratie repose sur 2 principes qui peuvent être antagonistes. L'autorité de la chose jugée, essentielle, et d'un autre côté, le fait qu'il n'y ait pas d'innocents en prison, puisque l'erreur judiciaire, avec la possibilité de personnes condamnées à tort, étreint tout amoureux de la République, bien évidemment, et ceci depuis longtemps, puisque, inutile de rappeler Voltaire, Dreyfus, bien sûr, et plus près de nous un certain nombre d'autres affaires. Nous avons constaté que depuis 1945, 8 condamnations criminelles ont fait l'objet de révision. En ce qui concerne les condamnations délictuelles, c'est environ une 40aine. Les chiffres qui nous ont été donnés sur l'incidence de l'appel des décisions de cour d'assises sont intéressants, puisque depuis 2000, sur les 3 premières années des condamnations prononcées par des cours d'assises ont abouti à 130 décisions d'acquittement. C'est donc montrer la relativité, bien sûr, des arrêts qui sont ainsi prononcés par les cours d'assises. Et nous avons en tête, bien évidemment, tout un certain nombre de dossiers qui ont ému l'opinion, qu'ils concernent des personnes décédées comme Seznec ou des personnes encore en vie. Alors nous nous posons tout un certain nombre de questions et nous verrons quelles réformes nous sommes susceptibles de proposer au Parlement. Ces questions s'appuient tout d'abord sur les rapports annuels de la Cour de cassation, puisque la Cour de cassation annuellement nous demande de réviser la loi. Et elle nous demande de réviser la loi sur des domaines particulièrement importants qui visent à conserver les preuves, essentiellement après les arrêts des chambres criminelles, des cours d'assises. À savoir, comment peut-on enregistrer? Faut-il que ça soit une obligation? Faut-il aller au-delà de le simple enregistrement sonore? Comment peut-on conserver les preuves? C'est tous les problèmes des scellés. Comment peut-on éventuellement demander que le script soit fait? Voilà, ça, ce sont des interrogations très fortes de la Cour de cassation qui dit que si on n'a pas ces moyens de savoir qu'est-ce qui a été dit dans une procédure si orale, comment peut-on faire pour ensuite réviser? La deuxième chose, elle nous interpelle fortement, la Cour de cassation, sur les problèmes de la motivation. Et donc, en 2011, une réforme a minima est intervenue. Est-ce que cette réforme a minima est suffisante? Elle avait été demandée essentiellement par la Cour européenne des droits de l'homme à la suite de multiples condamnations de la France, et la France, encore cette année, a été condamnée à 5 reprises pour des défauts de motivation des décisions rendues par les cours d'assises.
Alors, c'est tous ces premiers éléments, bien sûr, avec les scellés. Comment peut-on conserver les scellés dans une affaire dont on a beaucoup parlé, l'affaire Le Prince? Tous les scellés ont disparu, sauf un. Ça nous interpelle. La deuxième chose, quel est le doute qui doit être retenu? Avant 1989, c'était un doute sérieux où finalement on demandait pratiquement à l'accusé condamné de dire qui était le véritable coupable. C'était le doute sérieux. Georges Fenech, mieux que quiconque, connaît cela, puisqu'il a déposé en 2007 une proposition de loi où il retient le doute simple. Mais beaucoup de magistrats nous ont dit que c'était finalement une culture judiciaire et qu'on pourrait changer cette appréciation du doute. En réalité, cela n'aurait que peu d'incidence. Ça nous interpelle beaucoup que des hauts magistrats nous disent cela. Et puis, bien sûr, nous avons le problème du fait nouveau ou de l'élément inconnu au moment où la juridiction s'est prononcée. Et il nous a été proposé d'ajouter le fait non débattu devant la juridiction. Est-ce qu'un élément nouveau peut être un fait non débattu devant la juridiction? Voilà, ce sont bien sûr des éléments. Il n'est pas question d'ouvrir une troisième voie d'appel. Il est question de remédier à des erreurs qui entament la crédibilité même de notre système judiciaire et la confiance que le citoyen doit avoir dans la justice. Et puis nous avons des questions très importantes à vous poser, en particulier sur l'acquittement. Peut-on remettre en cause, alors que toute la procédure est terminée, un acquittement? Peut-on le remettre en cause? Nous avons entendu Maître Saint-Pierre tout à l'heure nous dire à quel point cela l'interpellait aussi, et citant des décisions de Grande-Bretagne où il est certain que la personne qui a été acquittée est coupable avec les démonstrations qui ont pu se faire, en particulier par les nouveaux éléments de preuve que sont l'ADN. Est-ce que dans ce cas-là, entre la période où la décision est définitive et la période de la prescription, bien évidemment, il n'est pas question de remettre en cause la prescription, mais est-ce que dans cette limite de temps, on peut remettre en cause l'acquittement? Il faut avouer que c'est une question essentielle pour nous. Et puis, nous aimerions avoir votre avis sur le rôle que l'on doit réserver à la victime, à la partie civile, et dans l'équilibre auquel je sais que vous êtes très sensible, il ne doit pas y avoir quelque chose de fort à ce niveau. Bien évidemment, des questions vous seront posées sur la composition de la Cour de révision, sur le rôle dévolu au procureur général, sur la nécessité qu'il pourrait y avoir de demander aux avocats en matière de cour d'assises de déposer des mémoires lors de l'ouverture de la procédure afin qu'il y ait des réponses qui puissent être apportées dans l'arrêt de motivation qui est rendu par la suite. Voilà quelques-unes des questions qui nous interpellent. Georges Fenech en a d'autres à vous poser, monsieur le garde des Sceaux, mais sachez que c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Monsieur le Président Manater, en tant que rapporteur représentant l'opposition dans le cadre de cette législature, je me réjouis très vivement de votre présence et nous allons vous entendre avec beaucoup d'intérêt. Je rajouterai simplement, en complément de ce que vient de dire très bien Latouret, que 8 condamnations révisées seulement depuis 1945.
nous sommes nécessairement interpellés. Soit notre justice est quasiment infaillible, ce que je ne crois pas, soit il y a matière à améliorer nos procédures de révision sans évidemment remettre en cause l'architecture judiciaire dans son ensemble et sans remettre en cause le principe de l'autorité de la chose jugée. Je voudrais également ajouter qu'un chiffre, et là je m'adresse à vous qui étiez l'artisan de l'abolition de la peine de mort, qui nous a été communiqué que 20% des condamnés exécutés aux États-Unis auraient été innocents, d'après les éléments de preuve aujourd'hui possibles, notamment en matière de preuves scientifiques ADN. Et donc, ça nous interpelle énormément aussi. Voilà, l'architecture judiciaire est telle qu'elle est. Nous avons des hauts magistrats qui aujourd'hui composent la commission de révision et la cour de révision ainsi que la commission de réexamen. Chacun est venu nous dire avec beaucoup de franchise qu'ils ont constaté l'insuffisance de nos textes et ils sont demandeurs de cette révision. Il y a vraiment, je crois, un consensus là-dessus. La loi de 89 a été une avancée, mais elle n'a pas, au fond, modifié profondément la procédure de révision. Voilà ce qui nous anime dans cette mission. Donc, je vous cède la parole, monsieur. Eh bien, écoutez, c'est avec plaisir que je suis là. Je reviens, non pas dans des lieux, mais dans un immeuble que j'ai beaucoup fréquenté. Je note la grande amélioration des locaux de la commission des lois par rapport à ce que j'ai connu. Pour le reste, je vous dirais, c'est un entretien que j'assume avec plaisir. Ne comptez pas énormément sur mon expertise. Voilà quand même plus de 30 ans que je ne suis plus avocat. Et par conséquent, la vie judiciaire, y compris en cour d'assises, je la lis, je en perçois les échos extérieurs, je ne la vis plus de l'intérieur. Alors, bien entendu, hélas, j'en enseigne plus la procédure pénale comme jadis. Je voudrais très simplement la transformation radicale de la procédure de révision, c'est indiscutablement 89. Celui qui vous parle a eu l'occasion d'exercer la mission que nous confiait à cette époque-là le Code de procédure pénale et que je revois avec beaucoup d'antipathie. Je peux vous assurer que d'abord, c'était à l'évidence pour tout juriste, ou tout homme épris ou femme épris de l'état de droit, un non-sens que d'avoir un représentant de l'exécutif décider s'il y avait lieu à remettre en question une décision de justice devenue définitive. Et au regard de la séparation des pouvoirs, il n'y avait rien de plus absurde que ce pouvoir régalien, puisque vous pouviez arrêter tout de suite. C'était commode quand on avait en arrière-plan les souvenirs de certaines condamnations qui, à l'évidence, appelaient des révisions, mais que le corps politique ne souhaitait pas. Mais pour le garde des Sceaux, c'était un fardeau et un problème de conscience très difficile, car vous étiez seul à décider. Moi, j'avais instauré à la chancellerie, à cette époque-là, une toute petite commission composée du directeur de cabinet, du directeur des affaires criminelles et d'un magistrat qui instruisait le dossier. Et je revois d'ailleurs encore avec, comment dirais-je, une certaine ironie quand arrivait le mois de juin et qu'il faisait beau à la chancellerie, nous nous installions dehors. Je situe cela pour indiquer que nous travaillions sur des dossiers atroces, avec perceptible, dans un fond quasi woody allenien, le pianiste du Ritz qui jouait pendant que nous débattions de cette horrible affaire. On entendait jouer Tea for Two, Justice, des airs de Gershwin. Alors, de la révision sur fond de Gershwin, ça n'enlevait pas de sérieux, j'indique simplement, mais ne le mettez pas au procès verbal, que
collaborateurs, et plus particulièrement, je dois dire, les directeurs des affaires criminelles, considéraient, contrairement à la légende répandue à l'époque, que j'étais vraiment d'une excessive rigueur et d'un scepticisme très grand à l'égard de toutes les requêtes en révision qu'on pouvait nous présenter. Mais c'était en tout cas sur le plan des principes un outrage à la séparation des pouvoirs, il fallait judiciariser. C'était évident. Il y avait eu une proposition de loi d'ailleurs déposée par, je crois, Sapin là-dessus. Dès cette époque-là, il fallait en finir, c'est très bien que ça a été terminé, qu'on soit passé au système qui est le nôtre actuellement. Alors, je laisse de côté le cas spécifique de la commission de réexamen. Je ne crois pas que là-dessus, vous vous interrogiez sur une éventuelle fusion. Je serais absolument contre, pour ma part, pour des raisons évidentes. En ce qui concerne donc la procédure en révision classique, vous avez évoqué un certain nombre de problèmes. Sur la donnée qui a alerté votre attention, les 8 condamnations qui ont été ensuite l'objet de révision, je ne saurais vous dire les raisons sociologiques pour lesquelles la réticence était et je crois toujours très grande à l'encontre de la révision. C'est d'une part parce que c'est une atteinte à l'autorité de la chose jugée. Maintenant que nous avons enfin 2 degrés de juridiction en cour d'assises, plus la suite, pourrais-je dire, c'est véritablement difficile de remettre en cause l'autorité de la chose jugée. Les magistrats n'y sont pas enclins. Je comprends aisément pourquoi. Il n'empêche que ça n'est pas une raison pour procéder à ce qu'on appellerait un déni de justice. Vous avez évoqué les États-Unis. Ce qui a déclenché cette avalanche, s'agissant notamment de la peine capitale de révision, c'est l'apparition du procédé scientifique d'expertise par l'ADN. Ça, c'est évident. Et encore, la jurisprudence américaine est telle qu'elle multiplie les obstacles pour éviter précisément ces révisions, et pas seulement pour des raisons juridiques. Alors, les choses étant ce qu'elles sont, vous avez évoqué un certain nombre de problèmes que je vais reprendre dans l'ordre. Vous avez évoqué au départ, je dirais, la question de la preuve et de la conservation des moyens de preuve. Alors, vous avez la possibilité, puisque la question est finalement le fait nouveau, donc il faut savoir ce qui a été non seulement instruit, mais évoqué au cours des débats, de l'enregistrement. La question qui se pose est, est-ce qu'on doit déclarer l'enregistrement obligatoire, ne serait-ce que dans les procédures criminelles? Je pense pour ma part que ceci pourrait être fait et que ça devrait être, c'est rien, l'enregistrement, c'est pas du tout la même chose que le problème si complexe de l'enregistrement télévisuel et surtout de la diffusion de cet enregistrement direct ou immédiatement après. Ça, c'est une autre question. Je dis l'enregistrement classique, simplement l'enregistrement des débats, pas le film des débats. Je crois qu'il faudra le rendre obligatoire. Pas seulement à la requête d'une des parties, mais dans tous les cas. Le greffier peut parfaitement s'en occuper. Reste la question de conservation. Mais vous savez, aujourd'hui, avec les progrès constants du numérique, ça ne présentera pas de difficulté. Donc, c'est une question de moyens. Ça n'est pas onéreux. Ça peut être aisément réalisé. Et c'est ce qui permettra, évidemment, de s'assurer que ça n'a pas été débattu au cours des procès successifs, d'abord premier niveau, puis qu'on appelle d'assises. En ce qui concerne la question des motivations, je ne crois pas que ce soit là un élément essentiel s'agissant de la quête du fait nouveau. Les motivations seront toujours, à mon sens, réduites. Et la question de la motivation s'agissant des arrêts de cour d'assises a été un des principaux obstacles à l'avènement du 2e degré de juridiction. C'est en effet un très difficile problème
au regard de l'intime conviction, ça a été réglé maintenant, que celui de la motivation. Et espérer ou souhaiter même qu'on développe la motivation. Un certain nombre d'entre vous ont participé à la vie judiciaire. D'autres ont connu les arbitrages nationaux ou internationaux. Même au niveau du Conseil constitutionnel, je ne trahirai aucun secret en vous disant que si le dispositif, d'une certaine manière, est aisément acquis, quand on en vient à la motivation, là, les passions et les précautions s'imposent. Donc, elles se contredisent. Donc, il faut faire très attention. Je prends l'exemple, si on développait les motivations, quand il s'agissait de crimes contre l'humanité, je prends l'exemple, l'affaire Papon. Si on avait discuté de la motivation au regard des actions qui étaient inscrites dans l'acte d'accusation, ça aurait été certainement très, très difficile d'obtenir aisément l'accord de tous les jurés sur une motivation longue et développée. Donc, je ne crois pas d'ailleurs que si on a l'enregistrement des débats, ce soit le longue motivation qui changerait quoi que ce soit au problème de la révision. La révision, on doit conserver toujours en tête l'idée que ce sont des éléments qui n'ont pas été discutés ou un fait nouveau. Alors, tout de suite, ceci m'amène à la question que vous avez évoquée de l'adjectif qui viendrait préciser ou tempérer la notion de doute. Vous savez, j'ai encore le souvenir de mon maître en droit, notre regretté doyen Carbonnier, qui se plaisait à dire que l'adjectif est l'acné du style juridique. Il n'avait pas complètement tort quand il évoquait le droit de la responsabilité et les différentes exquises nuances depuis la culpa levississima jusqu'à la faute grave. Donc, autant que possible, mieux vaut éviter le recours aux adjectifs qui, d'ailleurs, dans la pratique judiciaire, finalement, ne changent pas grand-chose. Donc, le doute, le qualifier de sérieux, on peut croire que seul le sérieux peut alimenter une décision de révision et que par conséquent, c'est sérieusement qu'on se penchera sur le doute. Quant à savoir à quel niveau le doute devient sérieux, laissons ça à ceux qui ont à en décider. Moi, je ne suis pas partisan d'adjectifs là-dessus. Sur le fait non débattu, alors là, évidemment, sur l'élément de veau, là, le problème, on en revient à la première question, est la conservation de la preuve. C'est facile si on enregistre tout. Je suis remis en cause des acquittements. Je sais bien que l'illustre Moreau Giaferi se plaisait à dire que les seules erreurs judiciaires qu'il avait connues dans sa vie étaient les acquittements. Il ne disait pas si c'était ceux qu'il avait obtenus, mais il aimait ce paradoxe, je dois dire volontiers repris par Georges Kiechman. Mais l'auteur de l'aphorisme est Moreau Giaferi, comme j'ai pu le constater en relisant des notes à propos du procès Landru. Donc, lisons-le clairement, moi je suis tout à fait hostile. Après un acquittement, prendre celui qui a été accusé, passer à travers tous les stades du procès pénal et venir dire « nous montrons la preuve de votre culpabilité, on recommence », ça me gêne humainement et ça me choque un peu sur le plan des principes parce que la révision in pejus, c'est le propre des sociétés totalitaires. On retrouve toujours des éléments qui permettent d'accabler celui que, par faiblesse, pense-t-on en haut lieu, les magistrats ou les jurés ont laissé filer. Non, je n'y suis pas enclin. Vous voyez, pas enclin. Cette idée qu'on va prendre quelqu'un qui sera passé à travers les 2 degrés de juridiction criminelle et qu'on va lui dire maintenant on a trouvé une preuve, donc on recommence le procès, cela, je ne le souhaite pas. Personnellement,
j'y serais opposé. En revanche, s'agissant de la victime, là, les choses sont différentes. Je considère qu'on doit entendre la victime formuler son opinion. Elle joue un rôle aujourd'hui très important dans le procès pénal. Il n'y a pas de raison qu'on ne l'écoute pas. Qu'on ne l'écoute pas, je ne dis pas qu'elle soit une partie. Je dis qu'elle doit être entendue, le cas échéant, pour qu'elle n'ait pas le sentiment qu'elle est non seulement la victime des faits, mais la victime d'un déséquilibre judiciaire. Je pense qu'on devrait lui accorder le droit à l'assistance d'un avocat au moment de son audition, afin d'équilibre. Ce n'est pas l'équilibre des arbres, c'est plus par égard pour elle. Voilà. En ce qui concerne la composition de la Cour de révision, là-dessus, vous avez eu, je l'ai relevé, des précisions que je considère comme tout à fait bienvenues de la part de la Cour de cassation et également de la part de la représentante de la garde des Sceaux, part aussi de la Commission nationale constitutive et notre collègue Madame Lazerge. Il est certain que, alors je laisse de côté le cas de la commission de réexamen, mais franchement, toute la chambre criminelle avec l'accablement de tâches qui est la sienne, non. Il faut avoir, en effet, je trouve, l'Assemblée composée modèle léger de plénière, président évidemment issu de la chambre criminelle, un représentant pour ma part, je trouverais que c'est assez de la chambre, 2 représentants de la chambre criminelle et un représentant de chacune des autres chambres, ça suffirait. Je dis ça parce que sinon, on va prélever tout au sein de la chambre criminelle et vous avez déjà la commission de révision, vous avez ensuite la chambre elle-même, ça devient trop lourd comme prélèvement. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu le président de la chambre criminelle, il est le premier intéressé, il faut faire attention et ne pas quand même prélever trop lourdement sur une chambre qui a extraordinairement à faire. Elle est très, très, très accablée ou en tout cas chargée de dossiers. Alors l'ouverture à d'autres pourvoi en révision, oui. Le procureur général, absolument. Absolument. On s'est interrogé sur les petits-enfants. Grâce à la longévité actuelle, on pourrait penser aux arrière-petits-enfants, les descendants en ligne directe, pourquoi pas, chacun pense à Seznec, pourquoi pas. Les Pax, les veuves ou les veufs, plus rares, compte tenu de ceux qui sont dans les boxes de cour d'assises et qui appartiennent très, 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 très généralement à l'espèce masculine, je dirais oui, aucune raison. Les paxés, la tendance est à l'égalité, mais le pax est plus précaire encore, je souligne le mot encore, que le mariage. Bon, plutôt, ouvrons-le, mais faites attention quand même, vous y réfléchissez, moi je n'y attache pas une grande importance. Le procureur général, oui. Pour le reste, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Mais rappelez-vous qu'il y a un problème. C'est qu'il existe ce que j'appellerais une sorte de syndrome de la révision. Il y a une passion de révisionnisme, cette fois-ci au sens judiciaire du terme, très curieuse à observer. Et que j'avais eu examiner avec intérêt. Il y a des affaires dont on dirait que par nature, elles sont vouées à appeler pourvoi en révision, après pourvoi en révision, pourvoi en révision, et ça n'en finit plus. Par leur nature, on parle de l'extrême importance qu'elles ont revêtue dans l'actualité du temps, et puis ensuite dans l'histoire judiciaire, il y a toujours des esprits ingénieux, des avocats habiles,
et des journalistes en quête de nouveautés judiciaires à propos d'anciennes affaires qui vous expliqueront pourquoi est-ce qu'il y a lieu à pourvoir en révision, de la même façon qu'on le sait, et il y a toujours à propos de l'exécution de Louis XVI, voire du sexe de Jeanne d'Arc, des spécialistes pour vous expliquer que Jeanne d'Arc était un homme et qu'en réalité, on n'a pas guillotiné Louis XVI, mais quelqu'un d'autre, enfin, etc. Il y a une passion de la révision, et j'ai connu chez certains de mes amis d'ailleurs une fureur révisionniste qui leur faisait soutenir, dès qu'il y avait un pourvoi en révision, avec passion, la cause de la révision. Je ne les nommerai pas, mais quand j'étais garde des Sceaux, j'ai eu l'occasion d'en avoir un certain nombre, y compris d'amis très chers, historiens réputés, épris de l'affaire Dreyfus et qui rêvaient d'être Zola. Alors, à toute occasion, ils vous inondaient de mémoires fort bien faites d'ailleurs, tendant à prouver que l'auteur de ces 6 viols était parfaitement innocent, bien qu'on ne voyait pas pourquoi les 6 victimes l'avaient reconnu. Pas pourquoi vraiment, mais... et j'ajoute qu'un avocat de talent pourrait parfaitement se voir par un éditeur offrir les droits d'auteur pour entreprendre de démontrer qu'il y a eu révision dans un procès jugé. À cet égard, on pourrait même, au niveau de la conférence du stage, en faire un exercice de la révision comme exercice professionnel des futurs avocats les plus réputés de la place. Là, il suffit d'un peu de lecture, d'intrigue policière, d'imagination et de patience. Mais croyez-moi, à partir des écrits d'un dossier, c'est fou ce qu'on peut arriver à trouver comme cause de révision pour peu qu'on ait un peu d'imagination. Bon, donc il faut, à cet égard, on en revient à la question liminaire, être quand même très attentif à l'imagination au pouvoir, ou tout simplement le fait que j'ai observé moi-même dans ma vie judiciaire, dans des affaires qui étaient terribles, et dans lesquelles la peine de mort avait été prononcée, ça avait fait l'objet de cassation, ça revenait, à ce moment-là, un certain nombre de fois, et même relativement un nombre important de fois, 6 fois de suite. Entre 77 et 80, j'ai été amené à plaider devant la juridiction de renvoi des affaires dans lesquelles la Cour de cassation, qui cherchait le moyen de susciter un 2e degré de juridiction, et le président Braunschweig, dans ce domaine, était orfèvre, a trouvé tous les moyens possibles de cassation. Donc l'affaire revenait. Heureusement, les 6 fois, l'accusé n'a pas été recondamné à mort, mais je vous indique que dans la suite des années, sur ces 6, 3 d'entre eux ont demandé la révision parce qu'ils s'étaient convaincus de leur innocence. Alors, j'avais connu ces affaires, je restais perplexe, car ils s'étaient restructurés en innocents, victimes de telle ou telle machination judiciaire. La moitié d'entre eux, vous savez, dans les rigueurs et la solitude de la détention criminelle, là, très souvent, on forge. Même si c'est ténu, le moyen qui peut-être espérer une reprise du procès, et peut-être, sinon, la révision, une grâce. Donc, en matière de révision, il faut aussi être prudent. Et je le répète, vous avez évoqué 9 cas en vous disant est-ce que c'est assez ? Je ne sais pas. Mais l'expérience que j'ai eue de ce domaine me fait vous dire 2 degrés de juridiction,
L'autorité de la chose jugée, bien sûr le pourvoi en cassation, la QPC aujourd'hui qui interviendra, évidemment l'instance devant la Cour européenne des droits de l'homme, et une loi de sociologie judiciaire que nul d'entre nous ne saurait démentir, c'est que quand il y a une voie quelconque de recours, quelle qu'elle soit, elle sera toujours empruntée parce que c'est, je dirais, inhérent à l'être humain que d'espérer d'améliorer son sort, serait-ce en refabriquant ou en réinventant ce qui est advenu ou en cherchant ce qui a pu advenir. Et là, vous tombez de la justice à l'imaginaire. Ça fait de très très bons romans, parfois quelques bons films. Il faut à cet égard prêter garde et maintenir, à mon sens, le filtre tel qu'il est, pas ouvrir trop largement la voie parce que nous n'y gagnerions rien. Et l'autorité de la chose jugée, avec toutes les garanties que nous avons maintenant, ça me paraît un principe de base à ne pas oublier. Voilà mes quelques observations. Vous voyez qu'elles sont modestes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette analyse très précise, chirurgicale, que vous nous livrez. Je voudrais avoir de votre part une réflexion sur les pouvoirs que l'on peut donner à la Cour de révision. Lorsque la Cour de révision estime qu'un doute existe, qu'à partir de ce moment-là, il faut qu'elle se prononce. Il lui reste deux possibilités. Soit elle renvoie devant une juridiction, soit elle estime qu'il n'y a plus de doute possible sur le fait que le condamné n'est pas en réalité celui qui doit être le coupable, et à partir de ce moment-là, elle annule de plein droit la décision rendue et elle arrête. Parce que se pose à partir de ce moment-là, bien sûr, le procès de la longueur. Voici, supposons le cas d'une commission de révision qui estime qu'il y a un doute, disons, sérieux. La Cour de révision l'estime aussi. Et il faudrait renvoyer à partir de là devant une nouvelle cour d'assises avec tous les nouveaux délais qui repartent. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Dils, d'ailleurs. Est-ce qu'il n'est pas bon d'arrêter et que la Cour de révision rende une décision annulant, sans pour autant renvoyer? C'est un peu l'affaire Dreyfus. Que je sache, Dreyfus n'a pas été renvoyé devant un conseil de guerre susceptible de dire qu'il était innocent. La Cour de cassation a arrêté. Est-ce que vous avez une réflexion à nous faire part là-dessus? Vous savez comme moi que il y a eu en cours de route la très 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 violente péripétie politique de la grâce. Vous vous rappelez le conflit entre Clémenceau, qui voulait qu'on continue, refuser la grâce à tout prix, Waldeck, qui était plus fin dans ce domaine, moins passionné, et qui avait en plus la présidence du Conseil, et Jaurès, qui a fini, pour des raisons humaines, par considérer que Dreyfus fallait plus le maintenir sous le coup de poursuite et que la grâce permettait d'aller contre, il faut le dire, la honteuse décision de Rennes. La deuxième condamnation de Dreyfus est une honte absolue pour la justice militaire de l'époque. Et je dois vous dire qu'une des raisons pour lesquelles, comme toute la Ligue des droits de l'homme et toutes les ligues, mais personnellement, je tenais tellement, quand j'étais garde des Sceaux, à la disparition des tribunaux militaires avec leur composition d'exception, avec leurs procédures sans voie de recours, tout ce qui était lié à cette histoire du Conseil de guerre de Rennes, qui vraiment est une décision et a été un ensemble d'audiences honteuses. Donc, dans le cas de Dreyfus, la Chambre,
chambres réunies de la Cour de cassation pouvaient prendre leur temps. Dreyfus, fort heureusement, était chez lui et c'était fini en ce qui concernait sa condamnation. Alors, la question directe, c'est est-ce que pourquoi ne pas s'en tenir là et pourquoi renvoyer encore? J'aurais mon sentiment. Vous avez eu une condamnation, et on parle de cour d'assises ici, très communément, c'est là où les problèmes de révision se posent le plus, pas seulement, mais le plus, avec le plus d'intensité. Vous avez eu première instance et deuxième instance, procès. La décision qui intervient de révision implique qu'on va rouvrir, pour principe. On va rouvrir. Il y a un doute, mais il faut se reprononcer. Alors, vous évoquez, ce qui d'ailleurs est scientifiquement aujourd'hui un cas plus vraisemblable qu'il ne l'était jadis, parce qu'il y a des expertises scientifiques bien plus poussées que nous les avions il y a 20 ou 30 ans. Hein. Donc, on prend le cas de l'ADN, on voit que pourquoi... Là, moi, je ne verrais aucun inconvénient, mais il vous faudrait, dans ce cas-là, prévoir que ça n'est plus le doute. Tant que vous dites le doute fait que nous sommes amenés à renvoyer devant une juridiction qui se prononcera, mais là, c'est pour dire, quand ça annule et c'est fini, il faut une certitude. Et je crois que ça ne peut se concevoir qu'à la condition que les éléments nouveaux, et là vous retournez à l'innocence, établissant la non-culpabilité la Cour de révision peut se prononcer, là je retrouve votre hypothèse, c'est-à-dire qu'il faut être sûr. Sinon, si c'est simplement le doute, à ce moment-là, le doute est tel que les consciences se disent on ne peut pas en rester là. Mais de là à dire, le doute est tel que nous arrêtons, non. C'est à ce moment-là, on en revient à la formule ante. Si l'innocence, l'élément permet d'établir l'innocence, parce qu'il faut dissiper le doute en sens inverse. Donc vous voyez, maintenir les choses telles qu'elles sont, on voit devant une nouvelle juridiction de jugement, quand il y a un doute, s'il y a un élément établissant l'innocence, alors là, la révision et la cassation. Et là, c'est la Cour. Il faut dire ce qui est aussi, pas m'empêcher de revenir à l'histoire, le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre judiciaire que constitue l'arrêt de 1904 était tout à fait souhaitable pour des raisons d'apaisement politique national. Il fallait que il ne reste rien qui permette d'eux, parce qu'il était temps d'en finir. Et vous savez que ça n'est pas pour autant que certains n'ont pas continué la campagne à l'encontre de Dreyfus, et on pense à Maurras. Je reviens à ça, je suis tout à fait favorable dans le cas où les procédures, les éléments réunis établissent l'innocence. Là, pourquoi ne pas en finir tout de suite? Donc, vous auriez une modification avec un retour à la formulation en combinant les deux. Merci. Je tiens à vous rassurer, Monsieur le Président, je ne crois pas, ni M. Touraine, ni moi-même, nous sommes atteints d'un syndrome de la révision. Ce qui nous anime, c'est le syndrome de la justice. Ah, mais celui-ci. Je ne sache pas, mon cher ex-collègue, que vous ayez vous-même alimenté d'innombrables mémoires, pourvoirs, romans, etc. Mais croyez-moi, quand on est... Enfin, je l'ai vu à la chancellerie, l'imagination est très au pouvoir. J'ai bien compris. Très au pouvoir. Je n'ai sans doute pas besoin de vous rassurer. Je l'ai fait quand même. Mais on a bien compris votre... Non, mais qu'on améliore, les choses sont faites pour être améliorées. Votre souci de préserver l'institution judiciaire, le
principe de l'autorité HEG. Néanmoins, vous nous avez fait quand même des propositions qui seraient des avancées considérables sur la conservation des preuves, sur la composition d'un cours de révision, sur les requérants et sur les personnalités habilitées, le procureur général. Ce serait effectivement des avancées considérables. Moi, je voudrais quand même revenir sur un certain nombre d'affaires qui ont été reconnues comme étant des erreurs judiciaires. D'ailleurs, on dit 8 affaires depuis 1945, en réalité, elles sont récentes. C'est tout récemment que la justice accepte maintenant ces procès en révision, ne serait-ce que d'un point de vue culturel, hein, d'un point de vue psychologique, j'allais dire. L'affaire Dils, je me souviens de Jean-Marie Deveau, le Roland Agrès, on a cité Marc Machin, Loïc Séché, ce sont des vraies erreurs judiciaires qui ont été reconnues. La question qui nous interpelle aujourd'hui, et j'aimerais bien savoir quel a été votre ressentiment également, lorsqu'il y a une contradiction évidente, flagrante, entre la perception que fait la commission d'instruction, en réalité, une commission de révision, c'est une commission d'instruction, et la cour de révision. On l'a récemment constaté au moins à 2 reprises. Et c'est ce qui a aussi créé un malaise dans l'opinion publique. L'affaire Seznec. Nous avons une position de la commission d'instruction qui était le doute existe, il faut recevoir cette requête, en gros. Et puis la Cour qui a rejeté, sous la présidence de Bruno Cotte, très très motivé, une décision très motivée, nous avons entendu monsieur Cotte ici, qui avait besoin d'ailleurs de s'en exprimer, il ne nous a pas trahi de secret, mais on sentait qu'il y avait un besoin d'expliquer. Donc là, ça a été la grande surprise. Après la décision de la commission, cette décision de la Cour en a surpris plus d'un. Comment des magistrats de même niveau, avec les mêmes dossiers, ont pu porter une appréciation totalement différente. Et puis récemment, l'affaire Le Prince, avec une première appréciation de la commission qui remet en liberté, et la Cour qui réincarcère. Tout cela ne devrait pas se produire. Et c'est ce que nous cherchons à faire qu'il y ait une meilleure cohérence dans ces institutions. Alors, vous nous dites, mais sans nous donner peut-être les raisons profondes de votre sentiment, et c'est ce que j'aimerais entendre de votre part, vous êtes pour un élargissement de la composition de la Cour, de manière assez modérée, une petite plénière, dites-vous. Au fond, pourquoi vous proposez cette solution? Pourquoi ça n'est pas l'avis, par exemple, du président Louvel de la Chambre criminelle, de la Cour de révision, pardon. Lui considère que, après tout, qu'apporterait le regard des autres représentants des autres chambres de la Cour de cassation? Tant qu'à faire, renvoyons devant le juge du fait naturel les cours d'appel. C'est sa position. D'autres, comme maître Jean-Yves Le Borgne, nous disent comment voulez-vous que des juges puissent déjuger ou déjuger psychologiquement d'autres collègues, etc. Introduisez un système d'échefinage au niveau de la Cour de révision. Certains nous ont même proposé carrément un jury populaire. Vous nous dites élargissement aux autres chambres. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire plus précisément ce qui vous amène à faire cette proposition? Précisément parce que vous avez évoqué ce qui est naturel, je dirais, une sorte de solidarité ou de communauté de vue à l'intérieur d'une juridiction ou d'un corps. Ici, pour éviter que ce ne soit que des magistrats de la chambre criminelle, je pense qu'il ne serait pas indifférent d'avoir des regards de magistrats qui d'ailleurs ont souvent pu exercer des fonctions aussi dans le domaine pénal dans leur carrière, mais qui sont à la chambre sociale, qui sont à la chambre civile, et qui seraient là, je n'ose dire comme des jeux, mais qui élargiraient les sensibilités, ce qu'on puisse dire, mais c'est la chambre criminelle qui protège les siens, parce que tous les membres de la chambre criminelle ont été magistrats instructeurs, au procureur général. Voilà, c'est pour donner cette
à la fois cette garantie en ce qui concerne la compétence et l'expérience, et en même temps dire nous élargissons pour cette raison que la Chambre criminelle ne doit pas avoir le monopole exclusif pour se pencher sur ces affaires. Voilà, c'est pour ça. C'est cette idée-là d'élargissement. Vers un système d'affinage. J'ajoute aussi que, et je ne sais pas si vous avez entendu le président de la Chambre criminelle, il y a cette question que j'évoquais qui est lourde pour eux et qui est la charge très très lourde qui est la leur par rapport à d'autres formations de la Cour de cassation. Mais ça, le président de la Chambre criminelle vous le dira. Mais ce n'est pas le premier motif. Le premier motif, c'est que, exactement comme pour l'Assemblée plénière, on élargit. Juste une observation sur la commission de révision et la cour de révision. Nous avons été très surpris de voir à quel point l'unanimité se faisait sur le travail très important fait par la commission de révision, et on nous a demandé même qu'elle puisse avoir véritablement tous les pouvoirs dévolus au juge d'instruction, avec la possibilité de faire des perquisitions, par exemple, la possibilité de saisir le procureur du lieu où le fait nouveau, par exemple, est apparu, pour essayer de... Pour l'avocat ou le condamné, c'est extraordinairement difficile. Il n'a pas beaucoup de moyens. On n'est pas aux États-Unis là-dessus. Donc, il est nécessaire qu'il y ait, d'après ce qu'on nous a demandé, des pouvoirs très larges conférés à la commission de révision. Commission de révision qui est d'ailleurs composée de 5 magistrats. C'est pas simplement une personne, c'est 5 magistrats avec un président. Donc, quelque chose d'important déjà, 5 magistrats. En matière, c'est l'équivalent d'une cour de renvoi, quoi, après la cour de cassation. En ce qui concerne la cour de révision, des appréciations très différentes ont été faites, en estimant qu'en réalité, elle n'avait pas la possibilité véritablement de connaître parfaitement le dossier. Disons-le, parce que ça nous a été dit. Le premier président auquel nous avons posé cette question, le premier président Lamanda, a réagi avec vigueur en disant qu'il s'était attaché à constater que, en particulier dans l'affaire Seznec, que les membres de la Cour de révision avaient pu avoir connaissance de l'ensemble du dossier. Il faut, à la vérité des choses, de dire qu'aucune copie complète du dossier ne leur a été remise, aucune, et qu'ils avaient simplement la possibilité de venir consulter sur place le dossier, ce qui nous a laissé quand même un certain scepticisme. Bon. Donc, la question qu'on se posait là-dessus, est-ce que, de l'expérience que vous avez pu avoir, est-ce que la Cour de révision a bien tous les moyens mis à sa disposition pour pouvoir connaître du dossier? Et est-ce que finalement le fait qu'elles soient aussi nombreuses n'est pas en soi-même une quasi-certitude d'échec, puisqu'on voit assez mal comment 35 personnes puissent avoir une connaissance absolue d'un dossier aussi compliqué? C'est en tout cas l'un des avocats de M. Seznec qui nous l'a dit. Il nous a dit que ce n'était pas possible que ça marche bien dans de telles conditions. Oui, en ce qui concerne la question de la composition, moi je vous ai donné mon sentiment s'agissant de la Cour de révision. Je ne crois pas qu'il faille une aussi vaste assemblée, il faut des magistrats, et pour les raisons que j'ai évoquées, n'étant pas que membre de la Chambre criminelle. Sur les pouvoirs demandés en ce qui concerne la commission, moi je suis partisan qu'ils aient des pouvoirs étendus d'information, parce que finalement, ça consiste à reprendre l'affaire et à examiner de très près par rapport au premier dossier et ses résultats, ce qui est présenté et ce qui peut être retrouvé à partir de là. Donc il n'y a aucun inconvénient, mais des avantages à donner à la commission des pouvoirs aussi larges que possible d'instruction. En ce qui concerne la Cour, elle pourrait toujours les avoir. Je doute qu'elle les utilise, franchement.
Je crois qu'il vaut mieux s'en tenir à la formation que j'avais évoquée. La question de l'intérêt qu'apportent les membres actuels ou les membres de la formation actuelle de la cour de révision à leur tâche, est-ce qu'ils vont consulter ou non, est-ce qu'ils vont examiner le dossier ou non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Certains doivent le faire, d'autres plus occupés un peu moins, je ne sais pas. Mais je sais que si vous en avez moins, comme le délibéré sera plus serré, vous aurez plus de chances qu'ils examinent tous le dossier. Pas rentrer dans ces considérations-là. Ce qui, en revanche, doit être certainement fait, c'est donner à la commission d'instruction des pouvoirs aussi larges d'investigation que peut l'avoir un magistrat instructeur. C'est quand même une nouvelle instruction à laquelle on procède. En ce qui concerne les scellés, nous avons eu différentes solutions qui nous ont été proposées. Une chose est certaine, le système actuel ne peut pas rester comme il est. Je crois que tout le monde en est bien d'accord, surtout lorsque l'on voit que dans la dernière affaire importante, il ne restait plus qu'un seul scellé. Actuellement, une proposition de loi est déposée par Jean-Pierre Michel au Sénat qui demande que les scellés soient conservés pendant 30 ans. N'y aurait-il pas la possibilité de trouver une position médiane qui pourrait être de dire que dans les affaires où la culpabilité est contestée, dans les affaires criminelles, et uniquement dans celle-là, il y ait la possibilité, tous les 5 ans, de remettre en cause le maintien des scellés. Autrement dit, il serait conservé pendant une première période de 5 ans, et au bout de 5 ans, le procureur général aurait la possibilité de demander, après avoir pris l'avis de la personne condamnée, aurait la possibilité de demander la destruction des scellés, et en cas où il y aurait une opposition de la personne condamnée, il y aurait une décision qui devrait être prise, soit par la commission, soit par la Cour. Est-ce que c'est quelque chose qui est susceptible, à votre avis, d'être retenu? Pardon, l'idée de la conservation des scellés tous pendant 30 ans, ça me paraît aujourd'hui difficile. Hein. Mais moi, je trouve que le système que vous proposez, les 5 ans, et à ce moment-là, le procureur général ou un substitut du procureur général voit ça, et qu'on demande au condamné s'il ne voit pas d'inconvénient à ce que, oui, ça me paraît tout à fait, du moment que les droits de la défense sont respectés, oui, absolument. Et on y gagnerait, on y gagnerait. C'est un grand problème à la conservation des scellés. Dans les non. Quiconque fréquente. Ouais. Ah non, mais bon, mais oui, oui, bien sûr. Bien, si. Eh bien, je lirai avec le plus vif intérêt.